Bienvenue à l'émission radiophonique Les Révolutionnaires Planétaires avec votre animateur Alexandre Timmons. Bienvenue à la méthode Timmons, une des 10 techniques pour évaluer le quotient d'une personne. En temps normal, on peut prendre un test de QI standard, ou est-ce que là, ça va être l'équivalent d'un examen scolaire, ou est-ce qu'il y a des questions, par exemple, de niveau sémantique, à savoir est-ce que vous étiez bon en français à l'école, dans un test de QI conventionnel, vous devriez être bon aussi. Ensuite, il y a le test mathématique. Là, on peut vérifier si vous êtes bon dans les suites de nombres, dans la résolution des problèmes mathématiques, comment vous figurez les chiffres dans la tête. Et le troisième test qui est très populaire dans les tests de QI, c'est le test de la géométrie, de votre compréhension des formes dans l'espace. Est-ce que vous êtes capable de prévoir, de compter le nombre de facettes d'une forme, que vous ne voyez pas les structures derrière? Est-ce que vous êtes capable de vous imaginer dans votre tête une pièce qui bouge en 3D, un moteur, etc. L'intelligence dont Nikola Tesla était très très fort, c'était l'intelligence spatiale. Sauf que le test de QI, ça c'est la version académique pour essayer d'évaluer l'intelligence d'une personne. Puis on va voir aussi différents types d'intelligence. Là, habituellement, on va en répertorier une dizaine, mais ça peut être plus que ça. Mais bon, l'intelligence rythmique, il y a quelques types d'intelligence qu'on ne parlera pas nécessairement ici. Mais ou sinon, sans avoir un test de QI précis, on peut quand même évaluer l'intelligence d'une personne juste en écoutant ce qu'elle va nous raconter, en évaluant ses habitudes de vie, en analysant aussi son niveau de réflexion, l'appel de concept qu'elle va faire, etc. Je vais tout expliquer ça dans cette méthode-ci. Puis, vous allez pouvoir, après ça, être capable d'évaluer le quotient d'une personne par la suite, quand vous allez parler avec elle, sans avoir à y faire passer un test sur papier ou à y demander si elle était bonne à l'école dans tel type de matière. Ma méthode que je vais vous expliquer aujourd'hui, j'ai pu l'élaborer seulement sur plusieurs années. Après avoir parlé avec de nombreuses personnes, à un moment donné, j'ai été capable de classer les personnes en fonction du graphique de la courbe des QI moyens, la courbe de Bell, qu'on appelle. Et puis ça, par exemple, c'est avec l'échelle de quotient des Européens et Européennes qu'habituellement, ils vont être majorés aux alentours de 100 points moyens. C'est sûr que vous pouvez aussi appliquer ma méthode avec d'autres ethnies de la planète, ça va fonctionner aussi, sauf que ça se peut que vous ayez à tasser un petit peu la courbe de Bell, soit vers la gauche ou vers la droite, que là, ça va vous donner un meilleur aperçu. Est-ce que la personne a le plus 120, 130, 140? Ça se peut qu'il y ait des modifications en fonction des peuples que vous analysez. Pour le bien de la cause, il va falloir que j'imite peut-être certaines voix et puis que je réplique certains types de vocabulaire qui vont vous donner un meilleur aperçu de ce que ça peut ressembler, évidemment en version française, un discours d'une personne de telle hauteur de QI. Ça va être plus significatif si j'imite certaines voix ou que je fais certains phrasés que si je fais rien qu'expliquer au niveau du vocabulaire que la personne utiliserait. Si c'est écrit seulement sur papier, ça va vous donner un moins bon exemple. Donc, premièrement, ma méthode, comment on l'utilise, c'est qu'il faut voir comment une personne avec un QI typique parlerait d'un sujet donné. Bon, on va prendre un sujet qui est assez facile à évaluer, la météo. Ça peut être, mettons, le hockey, ça peut être la science, ça peut être toutes sortes de sujets X, Y, Z, que tout dépendamment de la personne qui va parler de ce sujet-là, et puis évidemment de son niveau académique, si c'est un universitaire, la personne va avoir
probablement plus de connaissances, elle va avoir des réflexions plus approfondies sur le même sujet que si la personne n'a jamais entendu parler de ce sujet-là. Donc, il faut faire attention dans cette échelle d'évaluation-là que je vous donne. Évidemment, une personne qui a un certain métier va toujours être surdouée dans ce métier-là par rapport aux autres. Donc, elle va donner des réponses qui seraient une équivalence de surdouance. Ainsi, si vous demandez à un cordonnier comment réparer tel type de soulier, eh bien, la réponse qu'il va vous donner, ça va être une réponse de surdoué parce que il y a qui voudrait, mettons, à 120 ou 130 de QI, parce que cette personne-là, elle a développé une expertise dans la réparation des souliers. Mais ça se peut que si vous y faites passer un test de QI, cette personne-là, un QI standard avec des tests, dans le fond, chiffrés, des tests sur papier, bien, c'est possible que là, elle n'ait pas 120, 130 de QI. Là, vous allez tester son QI général dans les 3 sphères qui sont habituellement testées. Mais au niveau de la réparation des souliers, même si c'est un trisomique qui répare des souliers, ça se peut qu'il y ait une réponse très intelligente parce qu'il en a fait des centaines. Donc ça, c'est une petite variable qui peut être quand même à revérifier. Il faut plutôt être capable de voir l'ensemble des sujets que la personne va maîtriser à un certain âge. Donc si, mettons, vous questionnez Albert Einstein à savoir comment réparer une paire de souliers, bien ça se peut qu'il ne vous donnera pas une réponse très intelligente parce qu'il n'y a aucune expertise là-dedans. Sauf que si on questionne tous les autres sujets d'Albert Einstein, les sujets qu'il maîtrise en général, bien là, vous allez voir qu'il connaît beaucoup de choses en sciences, beaucoup de choses en physique, en astrophysique, en mathématiques. Donc là, vous allez pouvoir faire une appréciation plus générale sur ses capacités intellectuelles en général, là, et non pas dans un sujet défini, là, qu'il ne maîtrise pas du tout, qu'il n'a jamais étudié. Il va quand même être capable de donner une réponse intelligente, mais jamais comme quelqu'un, un professionnel qui fait ce métier-là depuis des années. Puis il va avoir développé une intelligence qui est l'équivalent d'une surdouance, comme j'expliquais. Pour revenir à mon exemple, on va prendre celui de la météo. Bon. Si vous demandez à quelqu'un dans la rue, un étranger, quelle météo va-t-il y avoir demain? Bien là, habituellement, les gens vont répondre avec des réponses assez généralistes. Ils vont dire « Ah, il va faire beau, il fera pas beau. » Ils ne vous donneront pas une réponse très, très complexe. Okay? Ils vont vous donner une réponse que j'évaluerais peut-être qui nécessite environ 100 points, 105, 110 points de QI, pas plus. Puis peut-être même jusqu'à 90. Par exemple, si vous demandez à un handicapé mental, un retardé ou un trisomique ou quelqu'un qui est à la limite du retard mental, 70 de QI, 80, vous demandez quelle météo il va faire demain, ben il va vous répondre ça, il va vous dire il va faire beau, il va faire beau, il va avoir de la pluie, il va faire chaud. Il va vous donner des appréciations plus au niveau du ressenti, au niveau de l'émotion, je me sentirais pas bien. Il va vous donner une réponse simple. Pourquoi? Parce que la personne est simple d'esprit, si on peut dire en moyenne. Elle ne sera pas capable de vous donner une réponse très savante, parce que justement, la limite de son QI, c'est la limite de la vitesse à laquelle elle peut rouler en général pour avancer, dans le fond, dans ses questionnements, dans ses réflexions. Puis ça, ma référence que j'ai eue à un moment donné, je connaissais un gars qui, lui, dans le fond, il était retardé mental un peu, il était quand même assez grand, il avait les yeux bleus avec des lunettes, il avait les cheveux blonds, il était super baraqué, il avait l'air d'un gars de la construction, mais quand tu y parlais, tu voyais qu'il avait un âge mental de 12 ans, là. Puis, il écoutait chez eux, mettons, des films, Toby le chien, il s'associait beaucoup à des affaires que je trouvais vraiment d'enfant. Il tripait ces affaires d'enfant. Fait que je me disais, son intelligence, ça doit être au niveau enfant, finalement. Puis quand que je posais des questions, des fois, j'avais des réflexions, il me donnait toujours des réponses très, très, très simples. Puis à un moment donné, j'avais fait une recherche, le rapport Météor que j'ai fait sur le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de mines d'uranium qui s'installent au Québec. J'avais fait un gros rapport de 256 pages pour le BAP.
J'avais tout expliqué ça, les dangers que ça comportait pour le Québec, le fleuve Saint-Laurent, la pollution qu'il y aurait eu avec les nuages radioactifs. Puis finalement, le retardé, on va dire, il m'avait répondu Ouais, ben, faut bien mourir de quelque chose. mais ça m'avait bien frustré parce que je me disais, mais oui, mais justement, il faut mourir de quelque chose, mais tout sauf un esti d'usine nucléaire à côté de chez vous. Tu sais, que tu sais que c'est clairement une pollution que tu aurais pu éviter finalement, ou une industrie de l'uranium dans ta province quand tu sais que 90% de l'eau potable de la planète est dans tes lacs, dans tes rivières. Tu vas pas polluer ça avec de l'uranium que tu vas envoyer anyway dans d'autres pays. Parce que nous autres, on n'utilise pas vraiment l'énergie nucléaire au Canada, en tout cas au Québec, là, pour alimenter. On a en masse de barrages hydroélectriques, ça sert absolument à rien. Sauf que une personne avec 80 QI, 70, elle ne pourra pas vraiment tout considérer ces arguments-là, fait qu'elle va donner une réponse simple. Mais là, vous allez voir, avec l'échelle de l'évaluation de l'intelligence, ça va monter tout un petit peu en complexité, mais pas très vite. Donc, si vous voyez qu'une personne, elle vous répond toujours des réponses comme ça, vraiment ultra simplistes, vous regardez qu'est-ce qu'elle fait dans la vie en général, ses activités, bon, elle joue au ballon. Là, vous allez pouvoir vous dire, c'est peut-être même pas 100 points de QI qu'elle a, cette personne-là. Bon, après ça, l'autre niveau, plus proche de 100 points, ce qui est plus normal, parce que pour nous autres, les Européens, la courbe de Bell, comme j'expliquais, est plus aux alentours de 100 points. Mais évidemment, des fois, ça va être évalué à 98, des fois, ça va être évalué à 103 points moyens. C'est juste pour nous donner un certain range où on peut, après ça, placer les différents individus à certaines étapes plus ou moins hautes dans l'échelle des QI. Donc, si vous demandez quelle météo il va faire demain à une personne qui a 100 points, 105 points de QI, ce qui est quand même pas beaucoup, là. Bon, mais elle, mettez un pas à droite, faites un pas un petit peu plus loin, puis ça va être sa réponse à elle. Ça veut dire qu'elle va vous répondre quelque chose comme suit. Elle va dire, Ben, demain, il annonce la belle température, là. On est supposé faire beau. Il devrait avoir au moins 30 degrés Celsius. ça, c'est le genre de réponse d'une personne de 100, 105 points, ce qui n'est pas très haut. Donc, ça ne sera pas une réponse trop stupide. Il va commencer à avoir un petit peu plus d'informations dans la réponse, mais c'est pas très volubile encore. C'est pas une réponse qui va être très élevée au niveau de la complexité, parce que le QI est pas. À moins que cette personne-là ne connaisse absolument rien dans la météo, mais bon, c'est quand même un indicateur. Parce qu'une personne qui est intelligente, habituellement, plus qu'elle va être intelligente, plus qu'elle va avoir de curiosité, plus qu'elle va avoir de curiosité, plus qu'elle va s'intéresser aux différents phénomènes de la nature, même ça peut être à la politique, à la sociologie. Donc, il y a beaucoup de chances que finalement la personne ait étudié un petit peu c'est quoi la météo. Tu sais, qu'elle ne fait pas juste dire il va faire chaud, il va faire fret, il va faire beau, il fera pas beau. Elle va trouver un petit peu plus de matière là, à articuler autour finalement du propos. Après ça, on passe à l'autre étape, qui est l'étape des gens, je dirais, plus normaux. Ça veut dire les 110 points, 115 points. Parce que dans le fond, mettons, chez les Européens et Européennes, la moyenne des QI, 50% de la population serait située environ entre 90 points et 110 points. Mais c'est ça, les moyennes, ça, c'est jamais haut. C'est comme à l'école. La moyenne d'un groupe, c'est jamais très élevé. Tu peux avoir des individus qui vont avoir eu 95% à l'examen, mais la moyenne est à 75%. T'as du monde, il roule 140 sur l'autoroute, mais la moyenne, il roule à 100 km/h. Fait que la moyenne, c'est pas un très grand indicatif en général. La moyenne, c'est la moyenne, c'est pas bon. Donc, si vous augmentez un petit peu plus que la moyenne, à 110 points, 115 points, là, vous risquez d'avoir des réponses qui sont plus dans la norme, je dirais, de l'humanité. Parce qu'évidemment, on est une civilisation, hein, l'intelligence est pas plus haute. Oui, elle est un petit peu variable entre les peuples, mais elle est phénoménalement plus haute d'une région à l'autre du globe. Essentiellement, c'est les mêmes résultats parce qu'on vient de la même génétique.
Donc, une personne qui a 110, 115 de QI, si vous lui demandez quelle température il va faire demain, ou mettons, est-ce que le Canadien de Montréal va gagner la Coupe Stanley, des genres de questions un peu d'intérêt général, ce qu'elle va vous dire, c'est une réponse un peu comme suit. Ah, ben demain, il devrait faire beau. J'ai regardé la télévision. Ils ont dit qu'il y a un front chaud qui avance. Il s'en vient vers nous autres. Ça devrait être bon. Ça va être un beau temps pour étendre le linge. C'est une réponse comme ça. Pas trop de concepts complexes. Un peu une vision quand même générale autour. Là. Bon, on sait dans quel pays on est, dans quelle province. Est-ce qu'on est dans une vallée? Il y a peut-être plus de risques de précipitation. Il va y avoir une perspective un petit peu plus environnementale éloignée. C'est ça, on va énumérer plus de concepts, mais ça reste encore relativement simple. C'est pas un discours de scientifique, de savant. Et puis c'est à ça que je veux vous emmener finalement à mon échelle. Vous allez voir, c'est quoi dans le fond l'étape ultime, c'est le prof d'université. Ça, c'est mon plus grand référentiel, parce que sinon, bon, on peut comparer aux moins intelligents qui ont 90 de QI, mais il faut être capable aussi de voir c'est qui les plus intelligents de notre civilisation. Mais c'est souvent ceux qui ont fait des études très longtemps à l'école. Bien ça, c'est qui? C'est les profs d'université. En gros, eux autres ont ou les spécialistes. Mais les spécialistes, pour devenir un spécialiste, il faut être passé par l'université ou une école supérieure. Donc, c'est un équivalent. Donc, l'étape ensuite, vous faites un pas encore en avant, un pas à droite, c'est le quotient moyen de 120. Donc ça, 120, ça commence à être pas mal intelligent, je vous dirais. Pour un être humain, là, 120 points de QI, si vous avez ça dans un test, c'est quand même très, très bon. On va appeler ça l'intelligence des doués. Les doués, ça, c'est 7% de la population. Ça veut dire, dans une salle, il y a 100 personnes. Si vous êtes dans les doués, 120 et plus, vous êtes dans les 7 personnes les plus intelligentes. Donc déjà, une personne qui a 120 points de QI, vous allez voir des interrogations plus prononcées, une utilisation du vocabulaire de plus en plus complexe, un certain éveil de l'esprit. Elle va être capable de jongler beaucoup plus facilement avec les idées. Ainsi, si vous demandez la température qu'il va faire demain à quelqu'un qui a 120 de QI, bien là, sa réponse pourrait ressembler à celle-ci. Ah, ben demain, il devrait faire beau, il annonce un front chaud qui vient des États-Unis. Ça devrait quand même créer une basse pression atmosphérique qui va faire en sorte qu'on devrait avoir une belle température. Ça va être une réponse un peu plus complexe dans ce genre-là. Ça serait peut-être pas extrêmement savant, mais on va voir que la personne, elle a déjà appris des trucs sur la météorologie. Dans le fond, c'est pas simple comme on a vu au début avec une réponse de 80 de QI, où est-ce que là, il fait beau, il fait chaud. Là, il va déjà avoir plus d'articulation autour de ses idées, mais ça ne serait pas une réponse qui serait suffisante pour des grands spécialistes de la météorologie. Eux autres, ils diraient « Oui, tu as raison, en partie, mais c'est plus complexe que ça. » Moi, j'avais un de mes profs à l'université, il disait toujours ça. « Ah, mais si la réponse est plus complexe que ça, c'est sûr, ça peut toujours être plus complexe, ça peut toujours être infiniment plus complexe. Il n'y a pas de limite à la complexité, puis la connaissance est infinie, donc on peut toujours trouver de l'information supplémentaire. » Sauf que le 120 de QI, 130, il va déjà donner plus d'informations. Il va déjà être presque spécialiste, en fait. Il va déjà donner un aperçu de c'est quoi la surdouance. Ou est-ce que là, on va plus être dans le 130-160 de QI. Si vous demandez à quelqu'un qui a 120 QI, c'est quoi tes opinions politiques, c'est qui va gagner aux prochaines élections, bien, la personne elle risque de dire, encore là, ça va plus être du niveau, mettons, cégep. Fait que le jeune ou la jeune ou la personne un peu plus vieille, elle va vous dire, ah, ben moi, je vais voter libéral, je vais voter conservateur, parce que je pense qu'eux autres, ils ont un bon projet de société, ils veulent donner plus d'argent pour les jeunes, ils ont tel type de projet. T'sais, ils vont vous nommer des projets, là.
sais, ils vont vous nommer aussi peut-être des fois des idées politiques. Je pense que les autres, ils sont plus de gauche, ils sont plus de droite, ils sont plus compréhensifs envers les problèmes des plus pauvres, ils vont taxer les riches, etc. Tu sais, ils vont vous donner certaines idées plus structurantes que si vous demandez à une personne de 80 de QI, c'est quoi, pour qui tu vas voter aux prochaines élections, la personne de 80 QI, premièrement, elle va rarement aller voter parce qu'elle ne comprend pas du tout c'est quoi la politique. Elle peut y aller, mais ça va être un choix qui va être vraiment en fonction de l'apparence du candidat, des trucs du genre, ou bon, des petites appréciations pas trop complexes. C'est pour ça aussi que c'est pas un bon exemple à citer, mais les Raéliens ont déjà dit que ça prendrait au moins 100 points de QI pour aller voter. Ben, c'est quasiment vrai. Là, à un moment donné, si tu as 72 points de QI, ça se peut que tu sois pas un électeur très, très éclairé, finalement, puis que tu vas voter pour n'importe quoi. Ce qui va se retrouver, au final, pas très avantageux pour ta propre société. Et puis, c'est ça, dans le cas contraire, si vous demandez à un prof d'université, peut-être un prof du cégep, ça serait un petit peu moins pire, mais vous demandez à un professeur de niveau cégep-université de vous expliquer les phénomènes météorologiques, puis vous répondre quelque chose comme tantôt, là, ben, il va faire beau demain, ça va être un beau temps pour étendre, ben là, vous allez vous dire, mais cette personne-là n'est pas du tout compétente dans son domaine. Là. Dans le fond, elle serait supposée me donner une réponse de niveau collégial et non pas du niveau maternel. Ben, c'est ça, c'est la même chose au niveau de l'intelligence. À la prochaine étape des 130-140, ce qui ça équivaut à mon avis plus le niveau du prof d'université, ce qui est un peu l'aboutissement ultime finalement de l'intelligence. Mais il y a une autre catégorie après, mais que je vais vous expliquer. C'est qu'un prof d'université, lui, il a étudié pendant des années et des années son domaine de recherche, précisément. Donc, il n'est pas supposé avoir des opinions simples sur ça. Et puis, pour être engagé dans une université, ben, ça prend quand même une certaine réussite académique. Là. Après plusieurs années d'études, bon, les autres vont choisir des étudiants, finalement, qui vont mettre chargés de cours, puis après ça, professeurs d'université. Puis là, les profs d'université, les autres, comme ils sont dans un département, durant des années, ils vont parler avec d'autres spécialistes du même département, donc ils finissent par avoir des opinions quand même assez évoluées, non seulement par rapport à l'ensemble de leur université, mais aussi par rapport à l'ensemble des chercheurs dans le monde, parce que les universités, les autres, communiquent beaucoup entre elles. Ils essaient toutes de sortir des recherches internationales qui vont faire voir différents professeurs leurs différentes stars au niveau de leur université propre. Donc, si vous demandez à un prof d'université quelle température il va faire demain, si lui, il ouvre la machine conceptuelle au maximum de ce qu'il est capable, ben ça va donner une réponse comme suit. Ça va dire, oui, demain, il va faire très beau, parce qu'il y a un front chaud qui va rencontrer un front froid en haute altitude à exactement 2450 mètres. Et puis les stratocumulus vont arriver, vont se former en haute altitude, vont chasser les stratus pour finalement faire tomber la pluie, mais qu'après ça, il va faire une belle température parce qu'il n'y aura pas une grosse charge d'eau dans les nuages, elle va s'évaporer en haute atmosphère, ce qui va faire qu'au sol, on va avoir une impression de beau temps, puis la pression atmosphérique, elle va être exactement à 101,3 kPa, etc., etc. Il va y avoir beaucoup de détails, il va y avoir beaucoup d'analyses contextuelles, géographiques, ils vont pouvoir même vous faire des liens avec la météorologie au niveau de la planète, au niveau des grands courants de masse d'air chaud, par rapport aussi, mettons, à l'information sur la rotation de la planète Terre. Tu sais, ils vont vous donner différents indicatifs comme ça qui vont faire que le niveau de la réponse va être assez complexe. Mais encore là, c'est toujours par rapport à l'échelle de sa civilisation, par rapport à l'intelligence moyenne de sa propre civilisation. Mais ça va être beaucoup mieux que si vous demandez à quelqu'un dans la rue, au dépanneur, quelle température il va faire demain, bien, il va vous donner une réponse de 110 de quotient habituellement. Il va vous dire, bien, il va faire beau, j'ai regardé la TVA, et on dit qu'il y avait des belles probabilités.
Il ne vous donnera pas une réponse de savant de l'université. Il ne sera pas capable de faire ça. S'il est capable, c'est parce que soit il y a un intérêt spécialement pour ça, ou que naturellement, il y a un quotient de 120, 115, 120, puis que là, naturellement, lui, il a appris de l'information en écoutant la télévision. Quelqu'un qui est un petit peu plus intelligent, il va retenir plus l'information, il va avoir une meilleure mémoire, il va avoir une meilleure synthèse. Donc, même si c'est un simple citoyen que vous questionnez dans la rue, ça se peut qu'il y ait une réponse un petit peu plus évoluée que la moyenne. Mais ça ne sera pas la réponse du professeur d'université. Mais ça se peut aussi que même le professeur d'université ne vous donnera pas sa réponse complète. S'il vous parle dans le métro, il va vous donner une réponse approximative, qui est plus une réponse d'entre gens. On parle aux gens qu'on ne connaît pas trop. Bon, on lui dit « Salut, salut, ça va? Il va-tu faire beau? » Bon, on ne s'étale pas tant que ça là, si on ne connaît pas la personne. Mais si vous lui demandez « Est-ce que tu peux me donner les raisons explicatives complètes? » il va être capable de vous les donner à un niveau d'une réponse de 130, 140 de quotient, ce qui est une réponse de surdoué ou une réponse qu'on va dire savante. Puis comme j'expliquais précédemment, ça ne veut pas dire que si vous demandez à la météo à quelqu'un puis la personne n'a pas la réponse complète de l'universitaire qui est chevronné dans son sujet d'étude depuis des années, ça se peut aussi que cette personne-là elle connaisse d'autres sujets, qu'elle ait d'autres spécialités. Mais c'est à ce moment-là, vous devez essayer d'évaluer les spécialités de la personne. Puis là, quand vous lui posez des questions dans ce domaine précis-là, là, vous êtes supposé voir poindre à l'horizon une complexité argumentative, une complexité explicative des phénomènes météorologiques ou les autres phénomènes de la nature ou les autres domaines d'information que l'humanité on a acquis au fil des années, qu'on a accumulé de l'information dans différents livres. Là. Ainsi, si vous dénotez qu'une personne n'est jamais capable de complexifier des sujets intellectuels que vous lui demandez ou qu'en général, vous voyez dans ses sphères d'activité, il n'y a pas grand-chose qui est ultra complexe, ben c'est peut-être parce que justement, elle n'a pas 130 de QI. Elle a peut-être un petit peu moins, peut-être 120, peut-être entre 110 et 120, ce qui est la moyenne. C'est normal d'être dans les moyennes parce que justement, ça le dit, c'est la moyenne du groupe. T'sais, le monde, ils ont 70, 75 en moyenne à l'école, dans le domaine académique. Donc, c'est pas tout le monde qui a 95 tout le temps. Là. Ça, c'est des exceptions. Puis c'est pas tout le monde qui a 65% non plus. Ça aussi, c'est des exceptions. C'est les moins bons. C'est ceux qui sont en bas de la courbe de Bell. Où est-ce que la courbe s'affine, qu'il n'y a pratiquement plus personne. Statistiquement, qui sont à cette étape-là exacte. Puis, comme je dis, une personne peut ne rien connaître à la météo, mais être ultra spécialisée dans la mécanique. Albert Einstein, vous lui demandiez de réparer un moteur, il n'était pas capable. Il aurait pu Nikola Tesla, lui, il aurait pu, par exemple. Lui, il avait une intelligence très haute au niveau de la visualisation spatiale. Albert Einstein aussi. Mais lui, Albert Einstein, son domaine, c'était plus l'astrophysique. Lui, il était capable de s'imaginer sur un rayon de lumière, imaginer l'espace-temps qui est déformé. Tandis que Nikola Tesla, lui, c'était vraiment une intelligence de visualisation mentale, mais vraiment au niveau des inventions des machines. Donc, Albert Einstein, probablement qu'il était capable de changer une crevaison, mais n'était pas capable de changer un moteur au complet parce que son intelligence n'était pas très haute dans ce domaine-là précisément. Il n'était pas surdoué de la mécanique, lui, il était surdoué de l'astronomie. C'était ça sa super force. Mais il y a plein de gars, en général, qui sont capables de changer des moteurs, faire des réparations, mais ils ne seront jamais capables de faire le niveau de théorie astrophysique d'Albert Einstein. Fait que vous voyez, on ne peut pas être ultra spécialisé dans tout, sauf qu'Albert Einstein, probablement que s'il avait commencé à s'intéresser à la réparation des moteurs, ben, il serait devenu très bon assez rapidement, parce qu'il y avait un quotient moyen très élevé en général, ce qui donnait une capacité d'acquisition de l'information supérieure à la moyenne. Donc, il aurait fini par être très bon, à moins qu'il n'aime pas ça du tout, ou à moins qu'il soit vraiment pas... qu'il n'ait pas un talent naturel là-dedans, mais d'après moi, il aurait pu être surqualifié dans la plupart des sujets auxquels il se serait intéressé, surtout des sujets intellectuels. Bon, ensuite, le véritable niveau ultime, c'est le niveau que je comparais aux profs d'université qui ont au moins le 130-140 de QI pour être prof, justement, parce que la moyenne des étudiants au Canada de leur QI, c'est 119 points. Bon, on peut s'attendre que le prof ait
petit peu plus de QI que l'étudiant moyen, là, parce que justement, il s'est rendu prof. Donc ça, c'est les profs, tu sais, je dirais de base, là, qui vont avoir peut-être ça 130, 140, parce que du moins, s'il y avait 120 points de QI au départ, l'université, ça, c'est comme un centre d'entraînement physique. Tu sais, on ne va pas s'entraîner là-bas les muscles du corps, mais on va s'entraîner le cerveau. Puis ils disent qu'à force d'étudier à l'université, au moins, tu sais, si on fait un bac ou une maîtrise, ben, on va gagner en moyenne 10 points de QI parce qu'on a fait beaucoup d'efforts intellectuels, on a fait beaucoup de travaux. Donc, ça va augmenter un petit peu notre intelligence moyenne. Donc, les profs d'université standard, on peut le donner, bon, sur une échelle large, ça serait 120, 140. Mais là-dedans, tu as des profs d'université de niveau international. Bien, eux autres, ils n'ont pas juste 130 de QI, parce qu'eux autres, ils sont excellents dans leur domaine, mais au niveau de la planète. Ça, moi, j'appelle ça une intelligence plus de niveau international. Tu sais, comme Elon Musk, justement, Nikola Tesla, Albert Einstein, Bobby Fischer. Tu sais, les autres, ils étaient non seulement intelligents au niveau national, mais ils ont surperformé aussi au niveau mondial. Ils étaient capables de battre les meilleurs joueurs d'échecs au monde. Mais c'est ça, parce qu'il y avait une intelligence de niveau supérieur, ou est-ce que là, les autres, on peut leur donner plus un 150, 160 de QI, comme Albert Einstein. Que lui, dans le fond, Albert Einstein, oui, c'était un bon physicien, c'était un bon prof d'université à Princeton aux États-Unis, sauf que son calibre, lui, c'était de niveau international. Il faisait des théories que les autres profs d'université attendaient ailleurs. C'était pas juste un petit chercheur là, avec une petite chaire de recherche, puis 3-4 étudiants qui travaillent pour lui. Là. John Rawls, la même affaire. C'est un chercheur de niveau international. Bon, mais eux autres, ils ont plus que 140. Eux autres, c'est des 150, 160 de quotient. Donc, eux autres, non seulement, si vous demandez des questions sur la météo, bon, mais non seulement ils vont vous donner une réponse savante, mais ils vont vous donner aussi une réponse avant-gardiste dans la science qu'eux-mêmes étudient. Et puis, ils vont avoir des opinions, des théories, c'est ça, en avance des autres, parce que justement, ils sont la sommité des chercheurs dans ce domaine-là au niveau mondial. Donc, ils vont surprendre avec leurs réponses même des chercheurs de niveau régional, c'est certain. Parce que là, les autres, c'est dans les top 10, top 20, top 50, top 100 chercheurs dans ce domaine-là, universitaire international. Donc, ça, ils sont encore plus intelligents, eux autres-là. Donc, quand un gars comme Albert Einstein sortait ses théories en mathématiques en 1905, ben ses contemporains, à lui, n'étaient pas capables de comprendre tout de suite ces théories-là. Sa théorie de la relativité, ça l'a pris 10 ans avant qu'elle soit comprise par les mathématiciens de son époque. Nikola Tesla, la même affaire, il faisait des inventions. Il avait détecté des ondes radio sur Mars, et puis il a fait une conférence avec ça. Puis quand il a annoncé ça au monde, tout le monde a ri de lui. Là. Les gens de son époque, ils ne comprenaient pas du tout ses recherches. Ils pensaient qu'il voulait dire qu'il y avait des Martiens sur la planète Mars qui essayaient de communiquer avec nous, mais c'est pas ça, il n'a jamais dit ça. Fait que même les chercheurs de son époque n'étaient pas capables de déchiffrer toutes ces inventions la même année. Ça leur prenait des années avant de comprendre ce qu'il avait fait comme travaux et comme recherche de lui. Là. Parce qu'il était de niveau, il était de calibre international. Il avait 160, 180 QI de lui. Donc, le petit prof d'université normal de son époque, s'il ne comprenait pas Nikola Tesla, il pouvait quand même plus rapidement que la moyenne décortiquer ses inventions, regarder ses brevets, voir quelle connexion il avait faite avec les fils, tout ça, mais il n'y avait pas le niveau Nikola Tesla, parce que ça, c'est un niveau là, 160 et plus. C'est même pas le 150, 160, c'est le niveau plus des grands génies. Les grands génies de l'humanité, ben, si on part de l'échelle d'Albert Einstein, qui est à peu près 160 de QI, là, ça veut dire que si vous passez un test de QI puis que vous réussissez les 30 questions parfaitement, ça va vous donner 160. Parce qu'Albert Einstein, lui, ils auraient tous réussi les questions sans aucune erreur. Mais là, évidemment, il y a des plus que 160, il y a des 180, il y en a qui sont testés même jusqu'à 190, comme Garry Kasparov. Il y en aurait même que ça serait jusqu'à 200 et plus, mais bon, moi j'ai certaines réserves par rapport à ça. Là. Ils peuvent être testés 200 et plus en mathématiques, mais je suis pas certain que quand le matin ils se lèvent, eux autres, ils ont 250 points de QI. C'est pratiquement humainement impossible. Mais eux autres, on pourrait les placer encore dans l'échelle
plus supérieur des grands génies de l'histoire. Donc, c'est pas seulement des 130, 140 niveaux profs d'université, c'est pas des niveaux profs d'université internationale 150, 160, ce qui est déjà extrêmement élevé, là. Mais c'est des grands génies historiques, qu'eux autres, bon, comme Isaac Newton, Leibniz, Léonard de Vinci, Archimède, eux autres, ils vont faire des réalisations vraiment spectaculaires, là. Tu sais, que le 112 points de quotient moyen ne pourra jamais réaliser, ou sinon, ça va y prendre un temps énorme avant de réaliser la même tâche intellectuelle. Donc, c'est comme ça mon échelle d'évaluation que je la construis. Donc, quand vous écoutez les réponses des gens, vous êtes capable de les placer sur cette échelle-là. Évidemment, il faut essayer de les questionner sur les domaines de recherche, de connaissances, de savoir qu'ils ont, qui sont spécialisés là-dedans. Mais si vous voyez qu'en moyenne, ils ont peu de spécialisation, bien ça aussi, c'est un signal que la personne peut-être n'est pas tant surdouée parce qu'elle ne s'intéresse pas à grand-chose. C'est un indicateur assez important, je trouve. Parce qu'habituellement, la surdouance va amener à une très grande curiosité, ce qui va amener à vraiment une ultra-spécification dans plein de sujets, là. Mais pour évaluer l'intelligence moyenne, là, ben vous avez quand même des bons indicatifs en analysant la complexité des réponses, la richesse du vocabulaire, la capacité de contextualisation, que ce soit dans l'espace-temps, que ce soit aussi par rapport à l'histoire, le passé, présent, futur. Un quotient plus élevé va être capable d'aller plus loin dans le futur et aussi plus loin dans le passé, vous sortir des référents historiques, que le trisomique ne sera pas capable, parce que l'animal non plus ne sera pas capable. Un animal va penser à demain, il va penser à hier, il peut penser peut-être dans une semaine ce qui va arriver ou ce qui est arrivé il y a une semaine. Il va garder des traces mémorielles un peu des traumatismes qu'il y a eu, mais en tant que tel, l'animal ne peut pas penser à ce qui va arriver dans 50 ans. Mais c'est comme ça aussi pour la moyenne, je pense, de l'humanité. Même si on a un quotient moyen de 100, 110 points, là, ça fait pas de l'humanité une super espèce là, qui est capable de voir 2000 ans d'avance. Souvent, je remarque que les gens n'ont pas de vision très à long terme de leur futur à eux-mêmes, et surtout pas du futur de leur donc c'est ça, c'est aussi proportionnel au QI moyen. Donc c'était ma première échelle avec la méthode d'évaluation Timmons pour être capable de détecter rapidement le QI d'une personne dans ses sujets moyens de spécialité et puis aussi par rapport au sujet moyen d'intérêt général que sa civilisation va avoir à son époque. Et puis avec ça, ça va vous donner des meilleurs outils pour comprendre le concept d'intelligence.